kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui s'est déplacée ce dimanche du côté du domicile du professeur. Je veux parler du doyen Moustapha Kassé. En réalité, Moustapha Kassé est le doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a enseigné dans plusieurs universités africaines. Il est l'actuel directeur du laboratoire d'analyse, de recherche et d'études du développement. Je parlais de l'ARED affilié à l'Association sénégalaise des économistes. Le prétexte, professeur, c'est la publication de cet ouvrage qui a été longtemps attendu. Eh bien, c'est fait, intitulé Alternative vers une société de développement humain. Sous-titre: les politiques économiques, sociales, souveraines, populaires et panafricaines. Il s'agit là d'une réflexion que vous avez voulu partager. Cet ouvrage est la synthèse de vos 4 productions. Il s'agit de la mondialisation, le développement, l'industrialisation, le secteur privé et l'économique au défi des pathologies sociales inspirées des réflexions de généraux. Quand la connerie économique prend le pouvoir, eh bien, elle comporte 2 messages essentiels, avez-vous affirmé. Il s'agit de le pourquoi et le comment, égale ce qui est et ce qu'il faut faire. Cela vous rappelle, oui, le grand marabout. Je veux parler de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Professeur Moustapha Kassé, le pourquoi, le comment de cet ouvrage. Voilà les 2 séquences de notre émission de ce dimanche. C'est un plaisir de vous recevoir ce dimanche à Objection et merci de nous recevoir. Moi, tu sais, je n'aurai jamais assez de mots pour te remercier pour ce que tu fais. Une presse vraiment absolument engagée dans les bonnes causes de notre pays, premièrement. Deuxièmement, une culture économique et sociale très large. Et vous êtes parmi les rares, très rares journalistes à intégrer dans vos émissions le long terme. Quand on n'intègre pas le long terme, on est effectivement dans les banalités au quotidien. Et vous avez évité cela, comme on l'a vu évidemment, où la presse est devenue presque, si vous voulez, non pas des individus qui effectivement diffusent la bonne information, mais ça ressemble à un match de catch, la plupart du temps. Je te remercie pour ça et t'encourage. Alors, cet ouvrage, je l'ai écrit dans un contexte un peu difficile. Pourquoi? Parce que j'étais à Abidjan, en mission, au niveau du GPE. Le GPE, c'est une organisation qui regroupe presque les hauts cadres d'Afrique francophone, directeurs de cabinet, spécialistes, etc. Et dans le cours que j'avais, le système productif mondial et la marginalisation continue de l'Afrique. Il m'avait demandé, mais il faut que vous fassiez la synthèse de vos travaux. Parce qu'en fait, il y a des problèmes extrêmement fondamentaux que l'Afrique traverse. Et vous nous avez appris, effectivement, qu'il faut qu'on les maîtrise. Et dans un contexte où il y a une démission des élites, malheureusement. Les élites sont dans la bagarre de recherche de place. Comme disait Sékou Touré, c'est pas la lutte des classes, c'est la lutte des places. Alors, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que à la fleur, ou bien j'allais dire effectivement à l'orée d'une carrière assez longue, il faudrait effectivement se remémorer de ce qu'on a fait. Oui. D'autant plus qu'il y avait il y a eu une succession de faits politiques extrêmement importants. Et complexes.
Alors nous nous sommes dit, au fond, écoute, pourquoi ne pas lancer quelques idées pour que cela marche de tous les côtés. Alors, donc, je me suis dit, c'est une deuxième raison pour faire cette synthèse. La troisième, elle est encore, il me semble, plus importante. Nous en sommes arrivés dans beaucoup de pays africains à effectivement des situations où l'économie, les pays sont en ébullition, des volcans en ébullition, qui risquent effectivement d'éclater à tout moment. Et c'était le cas du Sénégal, pas que le Sénégal. Oui. Nous avions effectivement, alors, un pouvoir bonapartiste, à la limite, le doyen Vedel dirait un pouvoir de monarchie républicaine, qui a presque droit de vie et de mort sur les hommes, et qui a ruiné le pays, sans que les gens s'en rendent compte. Il y a beaucoup de choses que moi je connaissais, mais je ne pouvais pas le dire de toute manière. Pourquoi? Oui, simplement parce que, en fait, à un moment, mieux vaut écrire des notes pour qu'on corrige et qu'on avance. Mais à condition que vous ayez précisément en face un interlocuteur, ce qui n'était pas le cas. Cet homme a désarticulé la société. C'est la première fois que nous avons le Fouta ici, les Sérères là-bas, les Wolofs ici, etc. La cohésion sociale que nous avions a été complètement mise en parenthèse. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu une succession de crimes qui étaient des crimes économiques extrêmement profonds et des crimes de sang. J'ai toujours pensé qu'au Sénégal, les 3 premiers morts dans une manifestation amèneraient effectivement des émeutes. Ça n'a pas été le cas, heureusement, mais il y a quand même mort d'hommes. Et il y a également le patrouillage de toutes les institutions. Quelqu'un qui est président de la République, qui vous dit, mais au fond, les dossiers que j'ai sont des dossiers extrêmement compliqués, j'ai mis le coude. Quand même, dans quelle démocratie on est quand on met le coude? Pour vous, rien ne pouvait justifier cela? Rien, absolument rien. Et enfin, le problème plus important, qui a été le problème de tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays, c'est précisément la question sociale, les laisser pour compte. Ça fait partie de la désarticulation, en fait, de nos sociétés. Les agriculteurs sont abandonnés, presque à eux-mêmes, parce que ça ne constituait pas qu'une bétail électorale, bon, mais de moindres zones, vous n'avez jamais eu de jacquerie. Il n'y en avait pas. Et la classe moyenne s'est occupée précisément des villes. Des villes. Sous prétexte de faire des infrastructures, etc. Donc, des fanfaronnades sur un ensemble de projets dont précisément l'intérêt prioritaire pour le pays est absolument douteux. Comment voulez-vous? Vous ne faites pas le chemin de fer qu'il y avait là et qui était un bon moyen de créer un marché. D'interconnexion. Et d'interconnexion. Des produits qui s'échangent facilement. Mais vous créez le terre, 35 km. 35 km. J'ai fait un article d'ailleurs sur la rentabilité des terres. Mais plus grave,
ce qu'on ne dit pas. Le TR a été confié par une société qui était en faillite, complètement en faillite. C'était peut-être le dernier grand projet qu'il avait. Alors, un stade comment dirais-je, un stade Abdoulaye Wade, c'est très bien, le nom est assez évocateur, mais au-delà du nom, il y a effectivement des turpitudes. Comment voulez-vous construire un stade avec des milliers de milliards de dollars, n'est-ce pas? Alors que votre équipe nationale, quand elle a gagné la coupe pour la première fois, n'a jamais joué que dans des stades secondaires, par exemple. Vous voyez qu'il n'y a pas de priorité à ça. Je peux continuer le bus, dans le transport, etc. Et évidemment, ce pouvoir bonapartiste, je dis en fait, ne peut avoir qu'une réponse, c'est l'explosion. Une explosion des jeunes qui sont exclus de tout. Le chômage, la pauvreté, les inégalités, les multiples problèmes que rencontrent précisément les populations et que j'appelle les pathologies sociales. Il n'y a jamais eu dans notre pays, jamais, de Senghor à maintenant, une étude de la répartition des revenus pour savoir d'où proviennent les revenus, qui gagnent quoi et comment. Jamais. On me l'a confié quand j'étais au Conseil économique. On m'a dit, mais est-ce que tu ne pouvais pas faire l'étude? J'ai dit non, je ne peux pas faire l'étude parce que c'est très compliqué, ça demande beaucoup de statistiques. Nos statisticiens sont très compétents, bien formés. À l'époque, il y avait Céline Lamine Diop et les autres, mais malheureusement, ils n'avaient pas les moyens. Les gens ne comprenaient pas précisément l'importance de la statistique. Je dis ça, c'est un. De deux, la théorie de la répartition est une théorie extrêmement complexe. En France, il y a peut-être Morrison qui le fait bien, parce qu'il l'a fait pour la Tunisie. Donc, on ne connaît pas du tout qui gagne quoi et comment. Deuxième élément d'oublier qui m'empêchait d'accepter cette étude, c'était effectivement la consommation. On a une hyperconsommation urbaine, une urbanisation chaotique et accélérée, mais en fait, la petite bourgeoisie que ça a créée, évidemment, a complètement écarté les produits nationaux au profit des produits d'importation. Alors j'ai dit, on ne peut pas avoir un pays qui importe mais n'exporte pas. N'exporte pas parce que le système productif ne suit pas. Alors, l'ensemble de ces problèmes m'a amené à une malgouvernance, à reconnaître une malgouvernance, dont la seule issue était l'explosion sociale. Alors, j'ai dit deux choses. La révolution intervient dans ce cas-là. Trotsky disait, quand les gens d'en haut ne veulent plus être gouvernés comme antérieurement, et que les gens du bas refusent précisément de croire au dictat de ceux qui sont en haut, et dit l'explosion sociale est présente. Alors, là aussi, c'est une raison, précisément. D'autant plus que les militaires avait jeté. Et là, sur ce point-là, vous l'avez très bien indiqué déjà dans l'introduction avec l'avènement, vous l'avez écrit en rendant hommage aux Freedom Fights, notamment Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani du Niger et Ibrahima Traoré du Burkina Faso. Vous dites justement de ce point de vue, un hommage leur est rendu. Vous saluez là l'avènement de ces généraux au pouvoir? Absolument. Pourquoi? Absolument. Et parce que la démocratie a craqué. La démocratie
n'est pas une composante des sociétés africaines. Ça, peut-être, je l'ai largement développé. Oui. Je l'ai largement développé dans mon dernier ouvrage. Et évidemment, je ne suis pas un juriste, mais quand même, j'ai lu beaucoup de choses. Devant la faillite des démocraties, regardez les élections présidentielles qui se passent dans les pays. La plupart du temps, c'est des émeutes, c'est la répression, c'est etc., la dissolution des partis, etc. Premièrement, et deuxièmement, les citoyens ne semblent pas toujours jouer, c'est toujours la petite bourgeoisie, c'est la classe moyenne, elle ne semble pas jouer le jeu. Comment voulez-vous faire une élection crédible avec 350 partis politiques ou 700 des fois? Ça signifie, c'est pas la démocratie, c'est l'anarchie. On a un ami les appelait les partis cabines téléphoniques. Il n'a pas tort. Alors, donc tout ça, tous ces éléments m'ont amené, encore à dire bon, il faut quand même traduire cela par un ouvrage. D'autant plus qu'en 88, excusez-moi, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle, intitulé Du sous-développement au socialisme. Du sous-développement au socialisme, ça a été un ouvrage que j'ai écrit au Mozambique, parce que je connaissais tous les responsables des mouvements de libération nationale. Une fois, le président m'a demandé par l'intermédiaire de son premier ministre Mukumbi, le docteur Mukumbi, pour animer leur école du parti. Et j'ai profité de ce séjour pour écrire cet ouvrage. Alors, bon, je me dis tout ça, il faudrait peut-être mettre en synergie. Et la jeunesse bougeait. Après les militaires, c'est la jeunesse. Exprimée par, justement, le PASTEF, dirigé par Sonko et Diomaye. J'ai lu ce que Sonko a écrit sur la solution, c'est extraordinaire. Et c'est très ingénieux comme analyse. Et particulièrement, l'ouvrage qu'il a fait avec Fofana, sur les territoires. Là, vraiment, je me suis dit, voilà un leadership de jeunes qui naît. Et ensuite, qui est soutenu. Je dis, à l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire, je suivais donc les événements du Sénégal, et je me suis rendu compte que de toute manière, cela bouge. J'ai dit, à l'orée de mes 80 ans, il est bon de prendre la plume, de faire une synthèse pour effectivement indiquer quelques idées, n'est-ce pas, alternatives, particulièrement les défis économiques auxquels les pays sont confrontés et pour lesquels il n'y avait pas de réponse. Quand on regarde, c'est partout la même chose. Le constat est le même. Le constat est le même, sauf un au moins que j'ai beaucoup admiré. C'est Magufuli, le président de la Tanzanie. Il a dit, quand on l'a élu, il a brandi la déclaration de Arusha. Il a dit, ce que Julius Nyerere nous a laissé, c'est d'abord cette déclaration et nous allons l'appliquer. Premier élément d'exploitation, il dit non, faisons en sorte qu'on reprenne tous les contrats avec des pays amis ou d'autres. Qu'on reprenne les contrats parce que 3/4 sont léonins. Et il s'est mis à ce travail. Et il a dit, oui, mais maintenant, la deuxième chose, il faut qu'on cherche l'argent. Et qu'on essaie de mobiliser l'argent chez nous.
Si les gens viennent pour faire des contrats léonins, c'est parce que nous avons des matières premières qui les intéressent. C'est ça. Alors, donc, nous allons précisément réviser et leur demander de payer l'utilisateur payeur. Oui. Alors, Magufuli a dit, troisièmement, je n'irai pas dans les pays capitalistes, dans aucun de ces pays capitalistes, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Si c'est pour des réunions sérieuses, j'envoie les techniciens. Je ne vais pas pour effectivement faire de la figuration. On dira le président de Tanzanie était là, mais il dit je mets les techniciens. Il est resté donc un premier mandat où il n'a pas bougé. À travailler, il n'a pas bougé du pays. Oui. Celui-là, je crois que c'est un modèle. C'est un modèle. Oui. Sinon, partout, c'est l'État bonapartiste. C'est presque général. Est-ce que c'est en cela, professeur Moustapha Kassé, que vous parlez d'alternative? Pourquoi parler d'alternative et de quoi faut-il s'éloigner? D'alternative, d'abord, les Africains n'ont pas le sens de l'autocritique. Sauf Nyerere, une fois encore. Nyerere a dit aux gens, écoutez, c'est moi qui vous ai mis là. C'était pour qu'on transforme le pays. Si je fais mal, alors, dites-le. Mais dites-le. Si je fais bien, soyez avec moi et nous travaillons ensemble. D'ailleurs, cela a été repris par Nelson Mandela, qui avait dit presque la même chose. Il ne faut pas craindre de ne pas réussir, mais il faut craindre de ne pas se relever, de ne pas pouvoir se relever, effectivement apprendre et avancer. Alors, donc, ça c'était l'objectif majeur. Mais, pour en venir à votre question, évidemment, il fallait donc voir le pourquoi. Comment c'est arrivé? L'Afrique avec ses atouts. Bon, quand on prend le Sénégal est un pays béni de Dieu. Tu as l'eau, tu as les matières premières, tu as les ressources, tu manques de rien. De rien. Comment ça se fait que de toute manière on en soit là? Le premier mois qui m'a dit qu'il y a du pétrole au Sénégal, ça a été El Hadj Djily Mbaye. Je lui ai dit, écoute El Hadj, ça demande respect à son âme. Je lui ai dit, mais du pétrole, quoi qu'on en est loin. Il m'a dit, non, il y en a. Je ne sais. Ça s'est arrêté là parce que je ne le prenais pas au sérieux. Alors, il me dit ce qu'on peut faire ici, ce qu'on peut faire. Si on travaille, et on a la volonté de transformer le pays, on a les moyens. Et il a ajouté évidemment une dimension spirituelle. Il disait au fond, Dieu ne peut pas nous oublier avec nos 400 mosquées à Dakar simplement. Donc il faut se demander pourquoi on s'en est pas sorti. Alors, évidemment, je comprends parfaitement que le bicéphalisme que nous avions était problématique entre Mamadou Dia, qui était un procéduriste extrêmement avéré, un socialiste autogestionnaire, et Senghor, qui était effectivement plus attaché aux valeurs africaines, que j'ai rencontré d'ailleurs. À l'époque, j'appartenais au PAI, on me l'a reproché, j'ai dit non, mais non, il faut, si on a la possibilité de rencontrer le chef, il faut le rencontrer. Parce qu'un intellectuel n'a que deux débouchés. Un chercheur, tu n'as que deux débouchés, tu n'en as pas trois. Premièrement, c'est les pouvoirs publics qui appliquent. Deuxièmement, c'est la presse qui diffuse. Donc je me dis, moi,
N'importe qui m'invite, je viendrai, je donnerai mes idées tant que j'en ai. Oui. Et évidemment, à l'époque, j'étais en petite difficulté avec le PAI, le Parti africain de l'indépendance. Et alors, dites-nous, professeur, revenons sur un peu le modèle économique. En quoi, dites-nous, le modèle économique dominant échoue-t-il à répondre aux besoins des populations au regard du diagnostic que vous avez établi? Mais oui, mais c'est le pourquoi. Il fallait donc avoir une idée extrêmement claire de ce qui s'est passé sur les réformes, etc. Et à l'époque, aucun des modèles n'a réussi. Pourquoi? Aucun n'a réussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tous sont inspirés par précisément la démarche néocoloniale, avec un système politique contrôlé, n'est-ce pas, par les néolibéraux, qui travaillent pour les plus grands membres. Quand on parle de Banque mondiale, FMI, etc., ils travaillent pour qui? Mais pour les grandes puissances, pas pour les petites. Mais tout le monde a adopté les prétentieuses politiques néocoloniales. Alors, donc, c'est une machine idéologique extraordinaire qui veut bâtir, qui a la prétention de vouloir bâtir un capitalisme sans les capitalistes locaux. Alors, ça, quand j'ai sorti cette phrase-là, sans capitalistes locaux et justement sans État-providence. C'est trois choses. Du moins, quelqu'un a énormément apprécié, c'était Mansour Kama. Parce que je l'avais écrit quand je faisais le secteur privé, que j'ai présenté à tous les patrons. Je lui ai dit, mais on vous a exclu, on vous donnait les miettes, la demande dans justement l'offre publique ou la demande publique. Mais vous êtes complètement exclu par des mécanismes pervers, mais d'exclusion. Alors, donc à aucun moment, quand par exemple il y a eu les braderies qu'on a appelées les privatisations, personne ne s'est demandé aujourd'hui à quoi ça a servi, mais on n'a rien vendu, ni aidé à vendre effectivement aux capitalistes locaux. Parce qu'il est vrai, il y a une croyance, une croyance aveugle au marché. Mais le marché, c'est aveugle face aux pauvres, ça ne les intéresse pas. Le marché est myope, complètement myope quand il s'agit des inorganisés. Donc, vous ne pouvez pas aller loin. Mamadou comment il s'appelle encore? Mamadou Sissoko avait déjà du CNCR. Il avait dit, avec ce capitalisme-là, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Évidemment, on a considéré son aspect syndical, on n'a rien dit, mais en fait, pourquoi ça, c'est un premier élément. Ce qui explique que toutes les réformes qui ont entreprises, aucune précisément n'a réussi. Et puis, quelqu'un qui était gênant, c'était Mamadou Dia. Il a créé les sociétés d'intervention dans le milieu rural. Il a créé évidemment un certain nombre d'acteurs et d'instruments qui pouvaient permettre l'industrialisation, surtout le schéma industriel qu'il avait. Écoutez, quand il y a eu le divorce, que le FMI est intervenu, alors, je prends toujours l'exemple du textile. Le textile, c'est à la base de tous les pays qui se sont développés en Asie. On disait le développement, d'ailleurs la théorie économique disait le développement, c'est le textile d'abord. Nous, on avait une chance d'avoir effectivement 7 usines qui... Sotiba et tout ça, Voilà, 7 usines
qui utilisait 4000 personnes et qui nourrissent plutôt presque un grand quartier qui s'appelle aujourd'hui Pikine et autres, Oui, c'est clair. On l'a bradé. Et alors qu'il y a ici ajoute d'autres effectivement nationalisations. Comment pouvez-vous avancer à une désindustrialisation totale. Alors que Mamadou Dia prévoyait un schéma qui était respectable, c'est-à-dire développer la façade maritime, la mer Bleue, comme il le disait, qui a d'énormes potentialités avec précisément les zones de pêche. Et il avait dit il faut faire des ateliers, une société des ateliers de réparation navale, etc. Ce schéma-là était très cohérent, mais Dakar Marine, etc., toutes ces sociétés ont périclité, oui. On les a périclitées. Évidemment, on a dit, oui, il faut qu'on établisse les grands équilibres, il faudrait, etc., etc. Donc, je disais, cette première raison, c'est justement l'adoption des politiques néolibérales qui ont vraiment étouffé le développement du Sénégal, de Senghor jusqu'à Macky Sall. Alors, une fois encore, il y a une deuxième raison, n'est-ce pas, sur les causes profondes du pourquoi. C'est effectivement la faiblesse des élites. La faiblesse des élites et de la presse. Les élites... C'est dit dans l'ouvrage. Oui, très clairement d'ailleurs. Je dis au fond, pourquoi nous n'avons pas pu bénéficier du savoir de nos savants? En dehors de Cheikh Anta, qui a fait un travail extraordinaire de conscientisation, mais après, c'est le déluge, il n'y a plus rien. On s'est peu intéressé effectivement aux problèmes effectifs. Ou bien on s'intéressait, mais en fait à condition que l'on ne prenne pas les compétences. Somben Ousmane me disait au Burkina, Moustapha, les compétences, c'est une faute. On ne vous demande pas trop de compétences. On vous demande d'être des débrouillards, etc. pour être bien dans la société. Or, justement, il appartient aux élites, évidemment, de lancer un certain nombre d'idées qui, propagées par une presse consciente, peut effectivement changer le monde. N'oubliez pas, ce sont les idées qui mènent le monde, pas autre chose. Donc, je dis, ça c'est une raison qui montre effectivement que, justement, on n'a pas suffisamment exploité cela. Et l'inféodation, je pèse bien mes mots, au modèle néolibéral, qui change tout le temps d'ailleurs. La dernière trouvaille, c'est le triptyque absolument suranné. D'abord, la croissance économique comme horizon. La croissance économique n'est pas un horizon. Vous pouvez avoir de bons taux de croissance qui s'accompagnent d'une pauvreté extraordinaire. Mais quel est le lien, professeur Moustapha Kassé, le lien entre une pauvreté persistante et un modèle de croissance? Mais c'est parce que, en fait, quand vous utilisez l'argent pour faire des monuments aux morts,
quand vous utilisez l'argent que les gens ont gagné durement à ne pas faire des investissements rentables, mais ça vous pose problème. Rentable et productive. Bien entendu, dans l'agriculture, dans l'industrie, etc. Alors, donc, ce modèle-là, c'est une croissance, je disais, une croissance qui n'a pas du tout répondu à justement aux objectifs du développement économique et social. Deuxième difficulté de ce modèle, c'est la compétitivité comme moyen. La compétitivité, c'est un élément important, mais ce n'est pas un moyen. C'est le progrès technique qui est le moyen. Le progrès technique qu'on acquiert par une formation de ressources humaines. Vous savez combien de Chinois il y a aux États-Unis? 1120 à un moment, tout à fait au début. Donc, ça veut dire que les ressources humaines sont d'une importance capitale. Quelqu'un disait, c'est Pissarro, je crois, il disait dans un monde ouvert où les capitaux circulent librement ainsi que les technologies, celui qui aura la meilleure croissance, c'est celui qui aura les meilleures ressources humaines. Donc, orienter les politiques vers le développement humain. Économique, voilà, exactement. Troisième élément du modèle, ce sont les institutions. L'État importé. L'État importé. On fait l'organisation sociale, les États, tout. Et effectivement, provient de l'extérieur. Mais je me demande si effectivement nous pouvons créer une société avec les instruments des autres. Réponse, c'est pas possible. Il faudrait que nous pensions nos propres problèmes avec nos propres têtes pour trouver nos propres solutions. Ça c'est clair. C'est très clair. Alors, et enfin, il y a la crédibilité. Chacun cherche la crédibilité. Il faut avoir une bonne signature, etc., pour pouvoir accéder aux ressources extérieures. Des infrastructures qui ont très faible effort, justement, faible liaison avec le développement. Martin souligne quelque chose économiste, de très intéressant. Quand on a repensé le PIB, à un moment donné, il était question de repenser le PIB. Alors, le gorgone qui dormait, qui n'a pas mangé le soir, le lendemain, on lui dit ton revenu par tête d'habitant a augmenté de 30%. Ça, c'est des miracles en dormant. Ça veut dire simplement que le modèle n'est pas crédible. C'est pourquoi il a évoqué d'ailleurs Goethe. Goethe disait, quand j'entends culture, je sors mon pistolet. Martin dit, c'est quand j'entends les gens parler de croissance, c'est dommage que je n'ai pas de pistolet. Alors, vous voyez, mais toutes ces fanfaronnades-là sur les fameux taux de croissance au PIB sur... c'est en fait de la mystification. Ça peut absolument rien donner. Les projets ne sont pas structurants. Ne sont pas bien élevés, mais bien évalués. Et la plupart du temps mal négociés. Ça a failli arriver à l'Algérie, mais les gens se sont levés. L'Algérie a calculé qu'elle pouvait avoir 270 milliards de dollars de réserves si elle exploite elle-même, si elle trouve moyen d'exploiter elle-même son pétrole.
Alors que la France et les autres, et l'Europe, lui proposaient, effectivement, avait calculé 187 milliards au lieu de 270. L'Algérie a dit, bon, écoutez, restez là-bas. Restez là-bas. Et allez prendre les soviétiques, à l'URSS. Il leur a dit, nous voulons deux choses. La formation, d'abord, une formation sérieuse et complète de nos pour avoir des acteurs algériens de l'exploitation pétrolière. C'est ça la finalité, oui. Voilà. Et bon, et ils ont créé la fameuse école, la fameuse société La Sonatrach, avec en premier lieu justement une école d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs algériens sont sortis précisément de cette école. Mais le Sénégal aussi est dans cette dynamique. Hein? Oui, assez dynamique, mais il reste encore. Il reste encore. Il y a précisément certains aspects sur lesquels nous n'avons pas encore une bonne maîtrise. Bon, qu'est-ce que résultat des courses? L'Algérie est arrivée avec justement cette option à augmenter ses revenus pétroliers jusqu'à 250 milliards de dollars. Alors, ça a coïncidé, d'ailleurs, avec la crise monétaire de l'Europe. La Grèce, l'Espagne, etc. La France était menacée, même l'Allemagne. Alors, le FMI est allé pour demander à l'Algérie, pour emprunter à l'Algérie une partie de ses réserves. Mais les gens sont levés. Ils ont dit, mais écoutez, vous vous foutez de nous ou quoi? Comment il y a l'Égypte qui vous court après depuis, vous n'êtes pas capable de leur donner de l'argent et vous voulez que nous vous donnons notre argent pour que vous le remettiez dans le circuit de l'euro. C'est niet. Alors ça, ça fait partie aussi justement du modèle néolibéral que nous avons adopté. Parce que simplement les institutions financières de Bretton Woods eh bien, sont venues avec des dictats extraordinaires. Des dictats ordinaires, extraordinaires. Mais il faut savoir résister. Mais négocier parfois. C'est-à-dire que, en fait, c'est des institutions qui devaient être là. Chacune a des fonctions. À un moment donné, d'ailleurs, elles ont failli. La crise de 2007-2008, la banque n'a pas vu, le FMI n'a pas vu venir, la banque n'a pas vu venir. Cela veut dire quoi? Il y a une faillite dans la gestion de ces institutions. Oui. Alors, ça c'est le dernier point. Oui, professeur Je crois, le dernier point, je n'y insiste pas, je l'avais dit, c'est effectivement la carence au niveau des élites. Donc, il fallait au moins analyser tout cela. Pour voir où est-ce qu'on peut aller. Oui. Et pour retenir quoi en fin de compte? Pour dire, il faut tout mettre à plat. À plat, parce que vous avez justement dessiné les limites de ces différents modèles. Et maintenant, en insistant sur le comment, passons au pourquoi, professeur Moustapha Kassé. Le pourquoi, en mettant l'accent sur les secteurs à prioriser qui mettent au centre le développement humain. Voilà, exactement. Quel secteur prioriser? Quel secteur prioriser? Le social, c'est-à-dire l'agriculture, une alternative véritablement sociale. C'est-à-dire qui répondent aux véritables besoins des populations. Sociale, souveraine, patriotique et populaire.
Comment? Le comment, c'est-à-dire, il faut repenser le système dans son ensemble. Parce que quand nous prenons par exemple le système bonapartiste de Macky Sall, on se rend compte que de toute manière, on a tout changé sauf le logiciel. L'ensemble du logiciel. Nous avons tous obéi. Nous avons tous fait des suggestions, etc. Et c'est nous, c'est toujours nous. Est-ce que nous pouvons faire cette révolution qui est indispensable? La réponse? Nous pouvons le faire. Mais en insistant sur quel secteur? Par exemple, sur le secteur de l'agriculture. Oui, en insistant sur le secteur de l'agriculture. Je dis non, il faut tout reprendre. Oui, tout. oui. Je m'excuse, je vais ouvrir une petite parenthèse. Oui. Une fois, Senghor est allé avec Obasanjo. À l'époque, les avait délégués pour aller voir le modèle singapourien. Quand ils sont venus, ils ont interrogé Kam Lee, qui était l'espèce de premier ministre, pour lui dire, justement, pour lui demander comment ils ont fait pour sortir du sous-développement. Il leur a dit trois choses. La première, pour sortir, il faut travailler. Travailler très dur. Oui. La deuxième chose, il faut penser le développement à partir de vous-même. Et la troisième chose, avoir des institutions très fortes. Les institutions fortes, comme tu l'as dit tout à l'heure, cela veut dire que quand on travaille pour tous, on essaie de faire participer tous. Et il leur a dit, Senghor lui a posé la question, et la démocratie? Oui. Il dit, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas votre problème maintenant. Carrément. C'est rapporté par beaucoup de gens, moi-même je l'ai vérifié, et c'est exactement comme ça que cela s'est passé. Okay. Donc, le comment, oui. Les moyens du comment existent. Alors, oui. Mais il faut les structurer. Oui. D'abord, allons-y, oui. D'abord, oui. Il faut précisément réformer l'agriculture. Comment? En considérant la sociologie de l'agriculture, en dehors précisément des réflexions technocratiques qu'on a. Les raisons technocratiques qu'on a, c'est de dire l'agriculture, c'est effectivement les multinationales. Oui, l'agrobusiness, entre autres. L'agrobusiness. Oui, alors que... Mais, oui. Et l'agrobusiness, ça ne fait pas 7-10%. Même dans les pays où c'est très agricole, comme par exemple l'agriculture est diversifiée. Vous miserez sur les petites exploitations familiales? Il faut la petite exploitation familiale. Tous les pays qui ont développé leur agriculture, c'est à partir de l'exploitation familiale. Et là, professeur, il y a débat entre vous, économistes. C'est souvent quand, justement, j'ai interviewé Samir Amin, vous avez justement le même logiciel avec Samir Amin en insistant sur la petite exploitation agricole, contrairement aux autres qui parlent d'agrobusiness. Ouais. Alors, oui, qu'est-ce qui fait cette différence en termes d'approche? Oui, enfin, Samir Amin, c'est mon maître. Paix à son âme, Samir. Paix à son âme. Oui. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à rédiger, il m'a appris à lire, il m'a appris à... etc. Oui. Donc forcément, il me marque. Dans tous les compartiments de réflexion que je fais, il y a un peu une odeur de Samir. Et une odeur
une odeur des auteurs des partis socialistes d'Europe de l'Est. Nemtsinov, les Kalachnikov, etc. Un certain nombre d'académiciens que j'ai eu à rencontrer dans ma vie quand j'étais jeune militant, représentant bien entendu le pays à l'extérieur. Donc, ce qui est formidable, c'est que la petite exploitation familiale, c'est d'abord plus de 70% de l'agriculture. De la population rurale. Voilà, de la population rurale. Si vous élargissez à l'agro-pastoralisme, si vous y ajoutez l'élevage, la pêche, etc., tout ça. Donc, en fait, la petite exploitation familiale, c'est l'enjeu majeur de l'agriculture. Mais pas seulement pour l'Afrique. Parce que même dans les pays de l'Asie, la Corée du Sud, du Nord, c'est exactement le même modèle. Exactement le même modèle qui a réussi, même en Chine. En Chine, Même en Chine. Et même dans les révolutions agraires en Europe. Tout est parti justement de la petite exploitation. Familiale. Alors, familiale. Et je dis, il y a eu un débat, un grand débat qui a été mené par le responsable de l'ISRA à l'époque. Et il était comme un partisan de la petite exploitation familiale. C'était en fait la voie royale pour la réforme de l'agriculture. Il y a eu beaucoup de réformes, nouvelle politique agricole, la réforme silvo-pastorale. Voilà, silvo-pastorale, la loi silvo-pastorale, etc., etc. Mais tout ça n'a réglé aucun des problèmes. Aucun des problèmes. Sinon, si l'on veut véritablement réformer l'agriculture. Quelle est la voie indiquée? La voie indiquée, c'est de se baser sur la petite exploitation agricole. Mais utiliser les compétences. Quand vous prenez quelqu'un qui est sorti, je ne sais pas, de la jambe de Jupiter, vous lui confiez précisément la possibilité de gérer un grand domaine, etc. Qu'est-ce qu'il y comprend? Rien du tout. Il comprendra seulement. Et les acteurs sont là, CNCRR, tous les acteurs de l'agriculture sont là. Alors, de la pêche, de l'élevage, Et j'ai vu que le ministre actuel s'efforce quand même de faire cela. Donc, savoir l'environnement de l'agriculture. Deuxièmement, savoir précisément l'articulation entre l'agriculture et l'industrie. C'est ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. Savoir, en troisième lieu, au niveau toujours de l'agriculture, quels sont les besoins financiers. Quand j'ai utilisé cette triptyque, le paysan, le financier. Vous l'avez dit, l'ouvrage est là. L'État, le technicien et le banquier face aux défis du monde rural sénégalais. Alors, on a dit, au fond, à un moment, que l'État n'était pas nécessaire. Oui. Les théories néolibérales depuis Reagan. L'État n'est pas la solution, c'est le problème. Donc, on a failli l'État. Il fallait un État fort qui puisse effectivement trouver les ressources nécessaires pour faire bouger l'agriculture. D'autant plus que les moyens existent. Je dis toujours les moyens existent. Par exemple, la digitalisation. C'est important également créer un écosystème comme cela se fait dans des pays comme l'Éthiopie, par exemple. Exactement. Moi, j'ai vu dernièrement à la télé ce que Ibrahima Traoré est en train de faire au niveau de l'agriculture. C'est sensationnel. Du Burkina, le capitaine. Oui, il est en train d'utiliser la technologie
un paquet technologique. Oui. Mais attention, un paquet technologique qui soit adapté à l'environnement local. C'est très important. Mhm. Et intégrer l'agriculture dans les politiques agricoles. Pourquoi ne pas créer des syndicats qui revendiquent précisément pour l'amélioration de tel ou tel secteur, etc., etc. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là doivent contribuer à créer, en quelque sorte, les conditions d'une véritable réforme agraire. Oui. Hein? Souvenez-vous, quand Lénine a pris le pouvoir, l'une de ses premières déclarations, la terre a ce qui la cultive. Mais c'est dommage, quand j'écrivais ce livre, le rapport de la Cour des comptes n'était pas encore arrivé. Mais regardez le foncier rural, ce qu'on a. Oui, professeur. C'est honteux. C'est honteux. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Hein? Si bien que ce qui constituait un espace d'exploitation, n'est-ce pas, est aujourd'hui devenu précisément une propriété de quelques-uns. Les gens ont 100 hectares, 10 000 hectares, etc. Et ils dorment tranquillement chez eux, n'est-ce pas, en parcellisant et en vendant. Donc la question foncière, elle est extrêmement importante et il faut qu'on la règle. Faut qu'on la règle. Sinon, nous risquons, maintenant, de plus en plus, vous voyez les capitaux arabes qui commencent à venir, précisément, sachant que de toute manière, les terres sont disponibles, alors à les acheter, parfois à vil prix, ou bien à mettre la main dessus. Donc, tous ces éléments d'une réforme agraire sont effectivement là. Nous avons regardé la bêtise, la bêtise des gens, la vente des ICS. C'est terrible. C'est terrible. Ça nécessite un débat national sur cette question. Non, ça nécessite que les gens qui ont fait ça, qu'on les tape très bien et qu'on les mette en prison, jusqu'à ce qu'ils apprennent. Dites-nous quel a été l'enjeu. Mais l'enjeu, c'est la monétisation, c'est tout. C'est, comme j'ai dit, la marginalisation de l'agriculture, la marginalisation de beaucoup. Les institutions financières ont dit non, attendez, ça c'est des mammouths qui ne marchent pas bien, etc. Et les ICS ont un rôle capital. Mais bien sûr. Bien sûr. Dans la fourniture d'engrais à l'époque. Presque dans toute la sous-région. Moi, je vois par exemple les engrais sénégalais au Burkina ou partout ailleurs. Or, même si effectivement il y avait des problèmes écologiques qui se posent, il n'en reste pas moins que de toute manière c'était très important. Alors, ça c'est le premier aspect, revoir l'agriculture, revoir les industries agricoles. Mamadou Dia y avait pensé quand même. Il avait mis la Siscoman. La Siscoman, c'était quoi? C'était effectivement le début d'une mécanisation de l'agriculture. Mais là aussi, l'ajustement structurel a emporté complètement. On a dit non, c'est pas possible, les gens ne sont pas... La sensibilisation des agriculteurs aux grands projets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Qu'est-ce qu'ils maîtrisent, qu'est-ce qu'ils ne maîtrisent pas? La Sodeva, où il y avait des sociologues et tout, rasés. Il n'y a que l'ISRA qui a vécu une vie en demi-teinte. Alors, et sinon... Et ITEA aussi. Et ITEA, bien sûr. Mais ITEA, jusqu'à maintenant, c'est encore pas ça. On a fait un gadget. Ce qui devait être important, on en fait un gadget. C'est clair. On a oublié que Hippolyte disait, ton premier médicament, c'est ta nourriture.
que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture, disait Hippocrate. Oui. Donc, justement, mais tout ça, c'est Mamadou Dia, ça a été rasé. Alors, deuxième élément, oui, c'est l'industrialisation. C'est important. Les économistes ont tendance à dire que l'industrialisation est un atout le plus important qu'on puisse faire, que les Africains puissent maîtriser. Au plan de Lagos, on avait présenté un schéma d'industrialisation de l'Afrique. C'est un schéma complet. Moi, j'ai assisté à toutes les réunions. J'ai assisté même à la restitution du plan de Lagos. Un jour qui m'a fait rire. Parce que Senghor était président et Sékou Touré était effectivement celui qui devait restituer le travail des intellectuels. C'est intéressant comme duo. Ah oui, c'était un duo exposé. Bon, c'est là d'ailleurs où Senghor a dit, vous avez un amour tyrannique pour l'Afrique. C'est là qu'il a dit pour la première fois à Sékou. Bon, Sékou n'en a pas fait, il a continué. Mais le plan d'industrialisation de l'Afrique était effectivement élaboré dans cette période. Aujourd'hui, mais la Banque mondiale, après ça, publie 2 rapports auxquels on a tout fait pour m'y associer, j'ai refusé. Il y a même celui qui a fait le programme d'ajustement structurel, il m'a dit, mais toi, tu ne veux pas être riche. Parce que, bon, si tu viens, je te donnerai beaucoup d'argent, tu vas rester tranquille chez toi et puis tu vas nous écrire quelques chapitres. Je lui dis non, moi j'ai participé au plan de Lagos, je me vois mal aujourd'hui les remettre en question. Alors, à l'époque, les institutions financières internationales disaient l'industrialisation n'est pas possible pour l'Afrique. C'est écrit clairement, n'est pas possible. Écrit par la Banque mondiale? Par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et ils ont attendu peut-être 10 ans pour dire maintenant, l'industrialisation, il faut s'industrialiser. Mais pourquoi? Alors, ce que j'appelle les décennies perdues du développement. Alors, mais pourquoi? Simplement parce qu'à l'époque, bon, les industries étaient des industries naissantes. L'Europe était, le capitalisme était précisément la première puissance. Mais par la suite, les choses ont changé. Ça a changé nous avons eu quoi? Nous avons eu que les aspects de la révolution industrielle du 18e et du 19e siècle n'étaient plus l'exclusivité de l'Europe. Il y a eu les pays émergents, la Chine vient, l'Inde vient, etc. Donc, cela a fait changer précisément l'optique. C'est pourquoi d'ailleurs mon ouvrage, je l'ai intitulé L'industrialisation de l'Afrique est possible. Est possible. C'est pas un hasard que j'ai mis, c'est possible. Quel schéma pour un pays comme le Sénégal? Oui, professeur, finalement, quel message à la jeunesse africaine? La jeunesse doit se mettre au travail. Oui. Elle doit continuer d'apprendre. Oui. Et elle doit se battre pour survivre. Et justement, professeur, vous disiez bravo à l'avènement des généraux, des militaires et même justement au Sénégal, bravo avec l'avènement des nouvelles autorités, mais restez vigilants. C'est quoi cette vigilance? Ça reposerait sur quoi? Mais parce que de toute manière, le capitalisme ne se sent jamais battu. C'est intérêt contre intérêt. Regardez ce que toute la presse mainstream est en train de s'intéresser aux potins du Sénégal, pas l'intérêt. Aux potins du Burkina Faso, de ce qu'on appelle l'AES.
quand vous écoutez, faites bien attention, toutes les fois que vous écoutez RFI, c'est quoi? On dit, attendez, le journal africain. Le journal africain se réduit aux 3 ou 4 détenus qu'on a arrêtés au Mali parce qu'ils contestent la dissolution des partis, etc., etc. La même chose, Traoré est un dictateur, c'est un putschiste, etc. Général de Gaulle, c'était quoi? Le général de Gaulle, c'était quoi? C'était un énorme putschiste. Alors, donc, je dis, soyez vigilants. Oui. Ils ne nous laisseront pas facilement accomplir des programmes anti-impérialistes, anticapitalistes. Ils ne le laisseront pas. Hein? C'est la bonne conclusion. Oui. C'est celui du pape. Oui. N'ayez pas peur. C'est ça. Seulement, on a il faut qu'ils comprennent qu'on a un pays un peu bizarroïde. Un projet de réforme, ça doit tout de suite donner ses fruits. Vous avez promis de l'emploi. L'année dernière, vous nous avez dit que l'emploi, etc. Aujourd'hui, il y en a combien? Hein? Vous n'avez pas réglé le problème. Vous nous avez promis de faire ça, etc. Donc vous ne faites rien. Vous êtes en train de bavarder, de travailler. Tout comme si, ça c'est un des défauts des Sénégalais qu'il faut qu'ils tiennent compte de ça. Deuxième aspect, les Sénégalais ne sont pas très résilients. Sonal nañu nangam nangam, etc. wax ji bari na, c'est vrai. wax ji bari na, dañuy wax jëf ji néew na, ainsi de suite. Des choses comme ça, ça peut ne pas échapper aux gens. Je crois, une fois, j'ai entendu un marabout dire, paix à son âme, c'est le calife de Tidjane. Il avait dit dañu war a woor wax. C'est vrai. Mais ça, c'est les partis c'est le rôle des partis d'avoir cette pédagogie, d'expliquer ce qui se passe et ce qu'on veut faire de manière permanente. Ça, c'est de manière permanente. Alors, et la jeunesse doit maintenant, une fois encore, se mettre à l'école. Il faut qu'elle se mette à l'école. Les gens qui ont créé toutes ces grandes entreprises de techniques de l'information et de la communication, ils dépassaient rarement 25 ans. Ils l'ont fait pas dans des garages luxueux, mais dans des maisons luxueuses, etc. Ils l'ont fait dans des fonds de garage. Hein? Et aujourd'hui, ça a donné effectivement les miracles les plus terrifiants, n'est-ce pas, en matière de technologie. Il faut qu'ils se mettent. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et c'est là qu'il faut commencer. Travail, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Merci, professeur Moustapha Kassé. Retenez bien le titre de cet ouvrage, Alternative pour une société de développement humain, les politiques économiques, sociétales, souveraines, populaires et panafricaines, à lire, contenu essentiel. Vous avez parlé de solutions face aux défis de l'heure. Merci encore. Tu sais les 3 médaillons que je porte là. Oui. Il faut que je t'explique rapidement. Oui, allez-y, professeur. Le premier médaillon, ce sont les palmes académiques. Le deuxième médaillon, parallèle, c'est le médaillon du mérite universitaire. Le grand médaillon autour de mon cou, c'est l'ordre national du Lion. Et en bas, bon, j'espère que j'ai un peu contribué. Non, vous êtes resté fidèle à ces traditions, la transmission du savoir par la recherche. Merci beaucoup. En tout cas, les ouvrages sont là pour servir de leçon, mais surtout de solution
face aux défis. Exact. Merci encore, professeur. Ça a toujours été un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission sur votre chaîne, la 98.5. Gardez l'écoute. Restez-y avec cette fois-ci Dianobi avec El Hadji Malick Ndiaye. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé